La question que tu me poses, c'est, tu penses que le spectateur veut toujours reconnaître quelque chose dedans? Ouais. Euh, je ne croirais pas qu'ils veuillent toujours reconnaître quelque chose. Je pense que l'ensemble des spectateurs, oui. Mais il y en a qui ça ne dérange pas là, qu'on n'ait pas de figuration. Je pense que c'est un facteur rassurant. Plus rassurant, moins on a de connaissances précises de l'art, plus c'est rassurant de pouvoir identifier quelque chose. On a horreur de l'inconnu, on a horreur de ne pas comprendre, en général. Donc, c'est comme si tu étais dans mon exposition, tu regardes cette La œuvre-là. lecture que moi, je peux en faire. Toi, la lecture que tu vas en faire, à quelque part, elle va diverger de la mienne. Ça a rapport à nos expériences humaines, plus que l'intelligence. Parce que enfin, c'est parce qu'il y a toutes sortes de formes d'intelligence, là, mais si on parle d'expérience humaine, on est plus dans le vécu des gens, ce qui les a alimentés, ce qui les a fait vibrer, ce qui les a qui a soulevé leur sensibilité. Et puis, il y a des gens, au cours d'une vie entière. Il y a des gens qui sont bien intelligents, mais qui n'ont pas d'émotions à peu près, qui ne sont pas sensibles à leurs propres émotions ou aux émotions des autres, à ce qui les entoure. Je me rappelle la première fois, dans le fond, c'était un cadeau de Noël. Je devais avoir 5-6 ans. C'était une boîte de crayons de couleur. C'était ce que je voulais avoir comme cadeau. Puis après ça, ça a été comme à l'adolescence. Là, j'allais suivre des cours le samedi matin. J'habitais à Sherbrooke. Puis il y avait une madame là, qui donnait des cours le samedi matin aux enfants. Fait que j'allais là avec mon frère jumeau. Puis lui, je trouvais ça très intéressant parce que je le regardais peindre. On travaillait avec de la gouache. Tu sais. Puis moi, j'essayais de faire des choses le plus réalistes possible. Puis lui, je le regardais faire ses paysages, puis il mettait des couleurs, ça n'avait pas d'allure. Je dis, il est game. Mais j'ai appris après ça qu'il était colorblind. Fait que lui, il pensait qu'il mettait du rouge, il mettait du brun, il mettait du vert, puis il pensait que... Alors que moi, je faisais le personnage, je l'habillais à une tuque rouge en hiver, tu sais. Alors, mais lui, finalement, n'a pas fait les arts. Mais je le trouvais tellement créateur comparé à moi, tu sais.
je voulais pas à l'école. Mon père a dit, tu vas pas à l'école, tu vas travailler. Lui, il était maître de chantier, c'est la construction. Fait qu'il m'a fait engager, j'avais même pas tout à fait 16 ans. J'ai travaillé 1 an de temps au Nouveau-Brunswick, à Campbellton, à 99 cents de l'heure, à barouetter du ciment, faire des formes, puis j'ai fait ça 1 an, puis je suis retourné à l'école. Ça motive un gars, ça. Oui, je vais à l'école technique. Puis l'école technique, à cette époque-là, on faisait, la première année, on faisait tous les métiers. Hein? On faisait l'électricité, on faisait de la plomberie, on faisait de la soudure, on faisait... pour voir qu'est-ce qui nous intéressait le plus. Fait que j'ai fait 1 an là. Et après ça, je suis rentré à temps partiel à Poste Canada, à Sherbrooke. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une école à Montréal où on pouvait dessiner, faire de la peinture à journée. Je dis, c'est la place pour moi, ça. J'avais pas arrêté ce rêve-là, tu sais, de faire de la peinture. Ah oui, ça c'est super, ça. Quand on commence à penser à tout le pouvoir de l'eau, tu sais, l'eau qui jaillit, l'eau qui défait ce que nous, on essaie de bâtir quand on empiète sur sa vie, sur la vie de la rivière, à un moment donné, elle reprend ses droits. Hein? Là, quand on dit, ben oui, mais c'est épouvantable, on est inondé. On n'est pas inondé, elle reprend sa place, la rivière. C'est nous autres qui avons empiété dessus. Fait qu'il est normal, à un moment donné, qu'elle reprenne ses droits. Alors, on devrait plutôt penser, pourquoi je suis allé me mettre dans le lit de la rivière? Là, il y avait des examens d'admission. Moi, je n'avais pas de 11e année, parce que j'avais arrêté l'école. J'avais fait ma 9e année, j'ai fait une année des métiers, l'école des métiers. J'ai appliqué. Ils m'ont fait venir à Montréal. J'ai passé pendant 2 jours, on passait des examens. Il y avait un atelier de sculpture, là, on faisait du modelage, un atelier de dessin, un atelier pour voir, évaluer un peu ce qu'on était capable de faire, puis notre culture générale. Il faut dire que la culture générale n'était pas forte, hein? Mais j'ai fait mes 2 jours, puis finalement, j'ai été accepté. Sans la 11e année. Parce que mes travaux sur place ont parlé plus fort pour moi que le reste. Hein? Alors là, ben, j'ai averti mes parents que je m'en allais à Montréal. Ma mère n'était pas bien contente. Ah non. Là, vois-tu, je vais en faire un certain nombre, puis je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais probablement que ça va faire partie de la série là, des tombeaux sur lesquels je travaille. Parce que j'aime beaucoup ces pierres-là qui sont plates, là. Je peux les empiler puis faire des strates avec, un petit peu comme j'ai ici, là. Ça c'est le fun, ça, je peux même la prendre, celle-là, juste pour les avoir comme il faut. Et là, j'ai fait toutes mes études aux Beaux-Arts de Montréal. Parce que l'école que vous parliez... C'était l'école des Beaux-Arts. C'est ça. Mais moi, je ne le savais pas là, à l'époque.
Je l'ai su quand j'ai appliqué, là, c'était l'École des beaux-arts de Montréal. Puis ça, cette école-là, c'était associé avec l'Université de Montréal, avec l'École d'architecture, qui était juste à côté. C'était au coin de Saint-Urbain et Sherbrooke. Et puis, j'ai fait, c'est ça, j'ai fait mes 4 ans là. Et entre-temps, ils ont commencé à donner des formations en pédagogie artistique. Fait que le soir, je prenais formation en pédagogie artistique. Et le samedi, il y avait des ateliers pour nous sensibiliser davantage. On allait travailler dans les quartiers. Puis, moi, j'avais choisi Saint-Henri, parce que c'est un quartier pauvre. Puis, ça m'intriguait, ça me questionnait, ça. C'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Premièrement, je suis d'une famille très pauvre. Puis quand je suis parti de Montréal, j'avais pas une scène, j'avais 125 pièces dans mes poches. Je suis parti avec ça, puis je me suis débrouillé avec ça. Fait des job-ins, puis toutes sortes d'affaires. Puis, Pendant l'école? Pendant l'école, le soir. Même vendre des revues par téléphone la nuit, là. Puis il faut être payé en plus. Ça, tout à la maison? Je fais tout à la maison. C'est pour ça que j'ai une résidence d'artiste, mais mes artistes, c'est essentiellement des graveurs ou des gens qui travaillent en gravure puis en photo. Fait que, tous les outils sont là? Tous les outils sont là. Je me rappelle encore du temps où j'ai commencé à travailler des Macs, là. Le plus grand qu'on pouvait faire, c'était 8,5 par 11. Tu avais le temps d'aller souper pendant que ça imprimait. Ça a changé vite, ces affaires-là, hein? C'est drôle quand même, hein? Dans un moment où l'impression est vraiment très, très belle, les gens n'y impriment plus, là. Non, c'est ça. Ils ont tout ça en mémoire virtuelle. Puis, c'est fou. C'est fou parce qu'éventuellement, c'est des documents qui vont se perdre. Oui, c'est clair. Oui, ils s'en vont dans le sud, habituellement. C'est ainsi, ils s'en vont aux États-Unis. La gravure, telle que moi je l'ai apprise, c'était un mélange de gravure européenne et de gravure américaine. Parce que l'École des beaux-arts de Montréal, c'est une école de tradition européenne qui s'est laissée influencer parce qu'on est collé sur les États-Unis par l'art américain. Mais on avait quand même une palette là, entre la gravure très traditionnelle puis un peu plus contemporaine. À l'École des beaux-arts, tu avais la gravure sur bois. Tu avais la gravure sur linoléum. Ça, c'était des impressions de surface. Après ça, tu avais la gravure en creux, qui était mordue à l'acide ou travaillée directement au burin. Mais tu avais toutes les autres sous-techniques traditionnelles. Tu peux avoir la pointe sèche, tu peux avoir le au berceau, manière noire. C'est tous des dérivés ou des combinaisons de techniques différentes que tu utilisais pour faire de la gravure qui est imprimée sur une presse à eau forte, comme celle-ci. Je prends des fragments de la réalité. C'est des roches qui existent. Elles existent toutes. Je les ai toutes prises en photo. Sauf que moi, je leur donne un nouveau sens en les manipulant. Ma roche qui est plus ou moins à la verticale ici, quand je prends ma photo, je la fais culbuter pour la mettre à l'horizontale. J'ai toutes des strates horizontales ici. Ils n'ont plus le même sens, ceux-là. Alors à ce moment-là, si en plus, je lui donne un environnement qui, pour moi, est un tombeau, là, parce que je travaille avec ça, mes tombeaux sont tous faits en pierre.
Alors, je viens cerner ces strates-là, les emprisonner. Alors là, je leur donne un nouveau sens aussi. Et si en plus, je prends tout ce montage-là et je le mets dans l'eau, je pourrais juste refaire une photo. C'est un petit peu ce que je fais d'une façon déguisée, d'une façon en trichant sur la réalité de ces choses-là. Là où je suis rendu, avant les années 80, j'avais des productions. Je faisais une production sur quelque chose. Après ça, je faisais une autre production. Puis c'était correct aussi là, de faire comme ça. Mais à un moment donné, je me suis mis à travailler sur la perception du réel. Ce qu'on voit. Est-ce que c'est le réel? Ou est-ce que c'est juste une perception, justement? Lui, il a fait un truc industriel. Industriel, c'est l'imprimerie. C'est l'imprimerie. La gravure artistique est arrivée avant l'industrie ou après? Elle était déjà présente dans l'estampe japonaise. OK. Mais en Europe, c'est vraiment la découverte de l'imprimerie qui a amené un volet artistique. L'utilisation. C'est parce que c'était considéré bien plus comme un métier. Tu es un graveur, c'est un métier. Tu es peintre, okay. Tu es un artiste. Ouais, il y a eu longtemps cette distinction-là. Ouais, là. C'était plus comme tu es un artisan graveur, tu es un artiste peintre. Ça, c'était vraiment dans la mentalité européenne. Là. Et c'est pour ça, quand tu travaillais dans un atelier de gravure, tu étais apprenti. Ou compagnon, tu pouvais t'occuper juste de couper le papier, de préparer les encres, de préparer la pierre lithographique. Hein? Tu avais comme des spécialités et tranquillement, tu montais en grade pour devenir un maître graveur ou un maître imprimeur. Tu veux lui donner une viscosité, là, tu sais, qu'elle soit... Des fois, ça te prend de l'encre un peu plus épaisse. Des fois, il faut qu'elle soit un peu plus liquide, dépendant de ce que tu veux faire. Okay. Puis, alors là, tu as des huiles de viscosité différentes que tu peux utiliser. Quand je m'en vais en voiture, quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois quelque chose en arrière. Mais aussitôt que je l'ai vu, là, je regarde dans mon miroir, moi, dans ma tête, je suis rendu ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Alors, c'est plus ça, l'image que je vois là, et puis là. De toute façon, elle est passée déjà. Alors, et j'ai commencé à faire ça avec les rétroviseurs du côté aussi, pour me rendre compte que les images qui apparaissent là, ils disparaissent. Alors, ce que je perçois, c'est, est-ce que c'est vraiment ça qui est là ou qui était là?
l'œil a une façon de réagir qui va combiner des couleurs, qui va en éloigner d'autres, qui va en rapprocher certaines. À quelque part, il fait le même travail que moi. Il questionne la réalité, la perception qu'on a. Puis la perception, elle vient beaucoup de l'œil, elle vient aussi de notre background, de nos connaissances. Hein? Fait que dépendant de tes origines, dépendant de ton cheminement culturel, de ton éducation, tu vas faire des liens, ton cerveau va faire des associations que l'autre ne fera pas. Mais c'était un métier. C'était un métier. Et il y a eu longtemps une distinction là, ou un écart entre ceux qui étaient considérés plus comme des artisans que comme des artistes parce qu'ils utilisaient un métier. Hein? Ouais. Puis c'est quand qu'il y a eu comme une espèce de tournant? Bien, c'est en Amérique. Parce qu'aux États-Unis, on ne faisait pas cet apprentissage-là de la même façon. Tu allais dans un atelier, puis tu essayais tout. Puis, tu t'exprimais. Fait que les Américains ont commencé plus tôt, nous, à utiliser ces outils-là pour s'exprimer comme mode d'expression. Puis surtout, là, parce que, vois-tu, regarde, autant des impressionnistes en Europe, on n'avait pas tant que ça, des graveurs, là. Mais on collectionnait des gens comme Van Gogh, comme Cézanne, tout ça, collectionnaient des estampes japonaises. Ils s'intéressaient à l'estampe, mais d'Asie. C'était comme des collections privées. C'était comme des collections privées. Ces gens-là, mais eux les collectionnaient parce qu'ils trouvaient un intérêt artistique. Alors que eux avaient l'œil un peu comme... Puis dans la culture française, tu ne l'avais pas encore, ça. Ce que je fais, moi, je questionne différemment parce que j'utilise la réalité, j'utilise des images qui sont lisibles. Sauf que je mets des questions dedans. Alors qu'il y en a d'autres qui vont effectivement faire des choses très abstraites pour nous demander d'essayer de percevoir autre chose dedans. C'est une autre façon de faire. Percevoir quelque chose qui peut être réel, justement. Qui pourrait être réel, mais vraiment dans une palette carrément abstraite. Le spectateur là, qui décide de s'acheter une œuvre, là, premièrement, c'est un investissement. Ça prend des sous pour l'acheter. Puis, souvent, on se faisait demander oui, mais ça vaut-tu ça? Par exemple, une œuvre à 600 $. Bien, moi, j'avais une tendance à répondre ça vaut ce que tu ressens. Si tu ne ressens rien, ça ne vaut rien, achète-la pas. Pas que l'œuvre ne vaille rien, c'est que pour toi, elle ne vaut rien. Si tu l'achètes en disant « ouais, mais peut-être ça va valoir plus », achète d'autres choses. Parce que tu vas vivre avec, tu ne seras pas heureux avec. L'œuvre, elle vaut au minimum le support sur lequel elle est faite, puis le médium que tu as utilisé. Tu sais.
c'est de l'encre sur du papier ou c'est de la peinture sur une toile. Ça vaut le prix des matériaux que tu as payés. Mais si tu aimes cette pièce-là, elle vaut plus pour toi, elle a un sens. Tu vas apprendre à vivre avec, tu vas apprendre à la découvrir encore plus. Puis comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est toi qui changes, c'est toi qui t'enrichis d'autres valeurs, de d'autres affaires. Ben, tu ne vas pas l'apercevoir tout le temps de la même façon. Tu vas l'enrichir toi aussi. Et ça n'empêche pas que ce que l'artiste y a mis reste là pareil, mais toi, tu l'enrichis de ton expérience aussi. Fait que ça m'apparaît important. Alors, le spectateur, c'est la même chose. T'sais. Si tu lui donnes là, la liberté, au vernissage, vendredi dernier, j'ai dit ça, il y avait du monde, il y avait une centaine de personnes au vernissage. J'avais jamais vu ça à Saint-Jean. Une exposition solo avec autant de monde, c'était plein au Théâtre des Deux-Rives. Là, je leur ai dit, là, regarde, pendant que vous allez visiter l'expo, là, essayez pas de tout trouver ce qu'il y a là-dedans. Là. Placez-vous devant l'image, puis laissez-vous emporter. Laissez-vous aller. Là. Laissez-vous parler par l'image. Essayez pas de la questionner. Les questions vont venir toutes seules, puis vous allez en trouver des réponses. Il y en a 3 ou 4 qui sont venus me voir dans la soirée. On me dit, telle image, là, je me suis installé devant, puis c'est vrai qu'elle me parle. C'est parce qu'ils ont juste pris le temps de s'arrêter, puis pas nécessairement intellectualiser ça, pas essayer de découvrir absolument quelque chose dedans, mais juste se laisser imprégner. C'est un petit peu ça.